La fête de Hanouka fait partie des fêtes les plus appréciées de la communauté juive. Allumer des lumières en plein cœur de l'hiver, en souvenir de ce fameux miracle de la fiole d'huile qui, au lieu de s'éteindre au bout d'une journée, a duré pendant 8 jours. Mais nous n'allumons pas que pour cela. Nous marquons également la victoire de la lumière sur l'obscurité, l'esprit sur la matière. Mais pas simplement cela. Lorsque nous allumons les lumières de la Hanoukia, nous les mettons à notre fenêtre, à l'extérieur, vers l'extérieur. Pourquoi ? Pour montrer notre contribution au monde, la lumière que nous voulons amener vers l'extérieur, pas simplement la nôtre. Eh bien, pour nous montrer comment éclairer le monde de 1000 façons différentes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gilbert Montagnier. Gilbert, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Quel plaisir. Vous savez que c'est dingue parce que je vous entendais parler et j'avais envie justement de parler de la lumière que l'on apporte au monde. Et vous m'avez devancé d'une belle façon. Et c'est vrai, vous qui nous regardez, et vous qui n'êtes pas peut-être de la communauté juive, je voudrais que vous sachiez que cette lumière, on ne la garde pas pour nous du tout. C'est-à-dire qu'on la porte, c'est une lumière humblement, hein. On n'a pas humblement, on la porte au monde. La lumière, c'est quelque chose... Alors, vous pouvez peut-être penser que je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Eh bien, pas du tout. Moi, je me trouve assez bien placé pour en parler, parce que la lumière, je l'ai toujours ressentie. Moi qui ne vois pas du tout avec les yeux, j'ai toujours ressenti, par contre, la lumière. D'ailleurs, quand j'étais plus petit, j'avais plus de flashs de lumière, mais j'en ai encore, quelquefois. Et je trouve ça très beau. Alors, ce qui est très beau aussi, c'est que quand la lumière disparaît, pour moi, il ne fait pas noir, parce que je ne sais pas ce que c'est, du tout. Alors, Gilbert, vous avez écrit un livre magnifique, « Au jardin de ma vie ». Vous allez nous raconter, on va bien évidemment partager ensemble ce voyage que vous nous proposez, non pas vers l'avenir, mais plutôt sur votre passé, sur votre origine, sur l'histoire de votre famille, mais avant cela, avant votre lumière à vous. Je voudrais que l'on prenne quelques instants pour parler d'une autre lumière, la lumière de votre maman. Rendre un hommage à votre maman, vous n'en parlez pas dans votre livre, mais vous avez pu témoigner sur ce qu'elle était, ce qu'elle vous a apporté, lorsque, en 1935, elle rencontre votre papa. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire et comment est-ce qu'elle va faire pour passer la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, pour échapper aux griffes des nazis, pour rester vivante et puis pour nous permettre à nous de profiter de votre lumière? Merci de me donner cette opportunité. C'est vrai que ma maman a été finalement pour moi une grande lumière, puisqu'elle a cru au possible. Alors maman s'appelait Jeanne Calfon, et comme vous l'avez dit, en 1935, elle rencontre mon père, et puis la guerre éclate. Et là, mon père, Robert Montagnier, bourbonnais, hein, vers Moulins, par là depuis 1620, on est dans cette région, du côté Montagnier, depuis tout ce temps-là. Et maman lui dit, bah, je vais aller à la préfecture, au commissariat, pardon, me faire recenser. On nous a dit qu'il faut mettre l'étoile jaune, hein, donc je vais y aller. Et il lui dit, tu ne bouges surtout pas. Et il lui a raconté une petite histoire qui, sur le moment, ça a dû être un peu chaud à la maison quand même, parce qu'il lui a expliqué qu'il était toujours marié d'une femme qui s'appelait Jeanne Paubel, et que il avait toujours conservé le livret de mariage, et qu'avec ce livret de mariage, maman allait aller à la mairie en disant qu'elle avait perdu ses papiers, et ils allaient lui fournir une identité qui lui a permis de traverser la guerre, pas simplement, mais enfin avec une identité qui n'était pas la sienne, mais qu'elle a fait sienne pendant 6 ans, puisqu'elle a dû apprendre tout le pédigré, 3 générations en arrière, de la famille de Jeanne Paubel, qu'elle n'a jamais rencontrée. Et est-ce que vous l'avez rencontrée? Est-ce que vous avez maintenu un lien ou créé un lien avec elle? Ben, ce qui est incroyable, c'est que mon père m'en avait jamais parlé, et maman m'en a longuement parlé, sans la connaître. Et je me disais qu'elle était décédée depuis longtemps, puisque on n'a jamais eu de nouvelles, de rien.
Et en 2000, je vais voir un film sur Lucie Aubrac, cette résistante fantastique. Et on rentre à la maison et j'avais des amis qui étaient avec nous et je commence à leur raconter exactement ce que je suis en train de vous raconter. Et ils me disent, ainsi que mon épouse, mais quand même, pourquoi tu n'as jamais cherché, c'est pas possible. Alors je leur dis, parce qu'elle est décédée, parce que si elle était encore de ce monde, elle aurait cherché à me trouver, peut-être elle m'aurait écrit dans une émission comme la vôtre, ou à la radio, ou n'importe où. Et vu leur insistance, et puisqu'on est entre nous, je sais qu'il est un peu tôt ce dimanche matin, mais je peux vous avouer un truc quand même, c'est qu'il était 18h45, et je voulais m'ouvrir une petite bouteille de champagne, donc ils m'énervaient un petit peu avec leur insistance. J'ai pris mon téléphone, et j'ai fait la seule chose que je savais, j'ai fait les renseignements, et je savais le village où elle était née. Parce que maman m'avait expliqué, elle avait dû apprendre, comme je vous le disais, tout ça. Donc je demande, Madame Jeanne Paubel, à bien les Usiers dans le Doubs, et on me dit, voilà le numéro. Et là, je suis assez interloqué. Je fais quand même le numéro, et une vieille dame âgée, une voix âgée, pardon, me dit, écoutez, je lui dis, vous pouvez raccrocher si vous voulez, mais je dois vous poser 3 questions. Est-ce que vous avez été mariée? Elle me dit, oui. Est-ce que vous avez des enfants? Elle me dit, oui. Alors, je dis, waouh, j'ai des demi-frères, je ne savais pas. Et est-ce que vous avez été mariée à M. Montagnier? Elle me dit non. Donc je vais raccrocher, je vais m'excuser de vous avoir dérangé. Et juste avant de raccrocher, le téléphone était en ampli. Et avant de raccrocher, elle me dit, attendez, attendez. Je sais que c'est un nom très usité dans la région, et je sais qu'il y en a une à Pontarlier. Ah bon, très bien. Et je raccroche et je vais passer à autre chose. L'insistance de la famille encore. Je reprends le numéro, je prends le téléphone, je refais les renseignements et je demande Mme Jeanne Paubel à Pontarlier. Et la demoiselle des renseignements me dit il y en a 5. Et là, je lui dis écoutez, donnez-moi la première qu'on en finisse parce que quand même. Et là, je fais le numéro, une vieille voix encore. Et je lui pose les 3 mêmes questions. Et à la 3e question, est-ce que vous avez été mariée à M. Montagnier? Là, il y a un silence. Et elle éclate en sanglots. Et elle me dit, oui, mon petit, je savais qu'un jour tu m'appellerais. Quand je te voyais à la télé, je savais que c'était toi. Et moi, qui ne l'ai jamais cherché, en 12 minutes, je l'ai trouvé. Et c'est incroyable. Je suis en train de vous le raconter, mais je n'y crois encore pas. Et on l'a très bien connue pendant 4-5 ans. J'ai pu la prendre dans mes bras, la remercier d'avoir sauvé maman, parce qu'elle ne le savait pas, elle ne savait absolument rien. J'étais un peu long, mais il fallait que je vous explique. Magnifique. Donc du coup, voilà l'origine de votre lumière. Alors, vos parents ont une famille simple. Oui. Ils essayent de construire leur famille avec des valeurs humaines, des valeurs très importantes. Ben oui. Vous n'êtes pas le premier de la famille. Et a priori, vous n'étiez pas tellement désiré à l'origine. Ben, au départ, non, parce qu'ils avaient déjà 3 enfants, ils avaient une chambre et une cuisine, donc ça ne les arrangeait pas trop, hein, sûrement. En plus, ils étaient sereins, puisqu'on avait dit à maman que j'étais un fibrome. À l'époque, il n'y avait pas les échographies. Donc le fibrome, c'est moi. Voilà. Un joli fibrome. Et oui, maman, oui. Et donc, je suis né à 5 mois et demi, sur la table de la cuisine, rue des Pyrénées. On a eu la chance d'avoir un médecin de famille qui lui aussi était une lumière parce qu'il est venu, il m'a prodigué les premiers soins et il a dit à mes parents, vous inquiétez pas, vous voyez, on parle de lumière, il a dit le petit va s'éteindre comme une petite bougie parce qu'il voyait que je ne donnais pas cher de ma vie. Seulement ce qu'il ne savait pas, c'est que moi je voulais rester. Et donc on m'a transporté très rapidement à l'hôpital. L'hôpital du secteur a dit ah ben non, mais c'est pas pour nous ça, mais ça respire encore. Donc on va l'emmener en néonatalité à Port-Royal, au centre des prématurés. Et là, je suis resté 3 mois et demi. Et vous parliez du livre Au jardin de ma vie, c'est de ça dont je parle. J'ai tenté de faire un voyage introspectif, c'est-à-dire que bien sûr que je savais mon histoire, la couveuse et tout ça, mais j'avais vraiment jamais réfléchi au fait que est-ce que je pourrais retrouver des sensations, des bruits, des odeurs de cette période qui a été finalement, entre 5 mois et demi et à terme, la période qui m'a vraiment construit. Et vous nous racontez comment vous retournez dans ce service et comment vous reconnaissez certaines odeurs, certains bruits qui vous ont finalement bercé lorsque tout était arrêté autour de vous. Oui, j'ai pu faire une analogie avec ce que j'avais vécu.
vous rendez hommage à au professeur du service qui a été capable de mettre des mots, c'est-à-dire d'accompagner vos parents, de leur parler. Professeur Minkowski, une sommité, toujours, à l'heure actuelle. D'ailleurs, le service porte toujours son nom, là-bas. Il a dit à maman, vous pleurez aujourd'hui, ben, vous viendrez me remercier, vous verrez. Et moi, j'ai pu le remercier, imaginez. Un jour, dans une émission de télé, je ne savais pas qu'il allait être là, et il était là. Et je l'ai remercié parce que, d'accord, ils m'ont mis un dosage d'oxygène, on va appeler ça la lumière, très forte, trop forte. Mais s'ils n'en avaient pas mis assez, je ne pourrais pas vous le raconter aujourd'hui. Donc on m'a peut-être, c'est ce que j'explique dans mon livre, on m'a peut-être altéré la vue, ça c'est le cas de le dire, et encore, je pourrais en débattre, mais ils m'ont sauvé la vie. Quand je dis je pourrais en débattre, c'est-à-dire que moi je considère que j'ai ma vision à moi, et qu'elle est tout aussi intéressante que celle de n'importe qui. Vraiment. D'ailleurs, vous dites quelque chose, je lis juste une phrase dans votre livre, où vous dites « Je n'ai jamais vécu ma cécité comme un handicap. Non, je ne rêve pas de voir comme vous, les voyants, car je vois comme moi, un non-voyant. Et c'est très bien comme ça. » C'est ça. C'est ça. C'est un peu mon problème, parce que souvent les gens autour ne comprennent pas ça. Que moi, je ne vois pas ma cécité comme un handicap. Ben non, je vois ma cécité comme... une vie avec des situations des fois un petit peu compliquées. Mais je trouve que les situations compliquées sont là pour être dépassées. On doit justement avoir cette force de vie, cette force de croyance au possible quand on a un problème. Quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que quand on a un petit problème, c'est là qu'il faut, vous qui nous regardez, peut-être vous traversez une situation compliquée, croyez-moi, ça va passer, parce que ça s'arrange. Ça s'arrange, mais faut-il croire au possible? Parce que pas croire au possible, d'après moi, en toute humilité, c'est ne pas croire en la lumière du ciel, en la lumière d'Hachem. C'est très important de croire au possible. Parce que lui a rendu les choses possibles dans ce monde, puisqu'il a tout créé. D'ailleurs, quand je dis lui, veuillez m'excuser, ça m'appartient, mais moi, pourquoi on dit toujours que c'est au masculin? D'après moi, je ne suis pas du tout sûr de voir ça comme ça. Et vous savez d'ailleurs, en hébreu, dans les textes des prières, on a des fois, effectivement, on s'adresse à Dieu au masculin, mais des fois au féminin également, puisqu'on ouvre tous les champs du possible dans notre relation avec Dieu. Mais surtout que la femme est la créature magique. Bien évidemment. Ben oui. Oui. Et d'ailleurs, dans votre livre, vous parlez de Dieu. Il y a une phrase où vous parlez de Dieu comme si c'était le cadeau qu'il vous avait fait, cette cécité. Oui. C'est tout de même incroyable d'affirmer une chose pareille. Ben moi, je le sens comme ça. Je remercie souvent de ce fait-là, de voir la vraie lumière. Et votre attrait pour la musique? Alors effectivement, on le dit généralement, lorsqu'il y a un de nos sens qui est manquant ou défaillant, alors on essaye de canaliser sur les autres sens. Cette musique, vous la découvrez, vos parents investissent énormément, alors qu'on a expliqué tout à l'heure, leur situation financière est, on va dire, assez difficile. Malgré tout, ils vont vous acheter un piano très rapidement et le mettre dans une maison où il n'y a pas de place pour mettre un piano d'ailleurs. Ben, c'est ça, on a acheté un piano à 25 000 anciens francs et la seule place pour que ce piano entre dans l'unique chambre, ben, il fallait casser la cheminée. Donc mon père, avec une masse, il a cassé, je me rappelle très bien, il a cassé la cheminée. De l'appartement qui ne vous appartenait pas? Ah, du tout, on n'avait pas le droit, vraiment, mais enfin, c'est pas grave. Dieu était avec nous, donc il n'y avait pas de problème. Et mon frère et mon père ont monté le piano sur le dos, puisqu'on n'avait pas de blé pour payer un déménageur, hein, c'est évident. Mais j'ai eu mon piano. Mais la musique, pour moi, c'était comme si c'était écrit. Je veux dire que ça a été tout naturel. Du côté de maman, du côté de chez les Calfons, ils étaient musiciens amateurs, ils jouaient du banjo, de la guitare, de l'accordéon, tout ça. Et à 5 ans, en classe, j'étais dans une école chez les non-voyants, parce que de toute façon, à cette époque-là, on ne nous acceptait pas dans les autres. Donc j'étais chez les non-voyants, une très bonne école d'ailleurs, très bon département de musique, et j'ai commencé le piano à 5 ans. Et je n'oublierai jamais le toucher d'un clavier, la beauté de la première fois que j'ai entendu une gamme, et surtout la beauté de chaque harmonie qui pouvait aller sur chaque note. Et là, je me suis dit, c'est ça, bien sûr je veux faire, je veux, oui.
Et comment vous allez finalement petit à petit pénétrer vraiment dans le métier? Il y a une histoire que vous racontez. Vous avez même fait l'expérience des États-Unis en 70. Oui. L'expérience était un peu difficile au début, vous avez eu des problèmes vous avez souffert aussi pour vous nourrir simplement, il a fallu tendre la main pour avoir de quoi manger. Ça m'est arrivé. Comment est-ce que vous avez pu rebondir et persister dans cette voie? Par la fameuse croyance au possible. Je pense qu'une mauvaise situation n'est pas là pour durer. Et le plus on croit au possible, le moins longtemps cette mauvaise situation va durer. Et j'ai toujours raisonné comme ça. Mais en fait, ce qui m'a vraiment déclenché, c'est que 3 ans avant, en 1967, je vivais chez ma tante à Philadelphie. Et imaginez, pour moi, c'était la première fois, vous savez, pour nous, d'où nous venions, d'aller en Amérique, ça voulait vraiment dire quelque chose, quoi. Et il y avait un concours amateur, quand même 5000 personnes. Ils étaient peut-être 4500, hein, finalement, je n'ai pas compté, mais à peu près. Et j'ai joué, et puis il se trouve que j'ai eu la chance que ça a vraiment marché, quoi. Ça a vraiment très bien marché. Et là, je me suis dit, hey, peut-être que ça serait bien, ça veut dire que tu peux le faire. Et aussi, bon, je voyais que la musique était un vecteur de rencontre. Quand on est adolescent, on comprend très vite que la musique est un vecteur de rencontre vers les jeunes filles, quoi. Je veux dire, c'est vrai. Donc, je trouvais ça cool comme idée. Ensuite, vous allez retourner en France. Quel va être votre parcours ici? Est-ce que les liens d'amitié, vous parlez beaucoup d'amitié dans votre livre. Ouais. Alors, vous dites qu'il y a 2 catégories d'amitié, 2 sortes d'amitié. Il y a l'amitié simplement de l'apparence, c'est-à-dire avec notre environnement, pas forcément proche, mais voilà, d'avoir un bon contact avec ceux qui sont autour de nous. Vous parlez de l'amitié avec votre public. Et puis, il y a l'amitié qui sort du cœur, celle qui est profonde, celle qui nous touche. Comment, pour vous, vous construisez votre vie autour de ces 2 systèmes d'amitié? Merci de me poser ce genre de questions. Il y a des fois un pont qui se fait entre les 2 formes d'amitié. Avant d'arriver ici au studio, il y a une jeune femme qui m'a dit en marchant qu'elle m'a dit qu'elle m'aimait beaucoup, quoi. Et ça m'a touché. Voilà, je la connais pas, on se connaîtra sûrement pas, mais c'est beau d'entendre. Je remercie le ciel. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Dès qu'elle m'a dit ça, j'ai remercié le ciel que j'avais la chance d'entendre ça, vraiment. Alors, il y a l'autre amitié aussi, plus commune, mais moi, là, des fois, je suis un petit peu fermé, c'est-à-dire que, en clair, je préfère être à une table où on est 4, 6, 8, mais je sais qui est à table, qu'une table où on est 25, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Donc, je distille mon amitié, oui, c'est vrai. Mais une fois que je la donne, quoi. Je ferai tout ce que je peux pour aider, pour mériter cette amitié. Cet amour pour la musique, pour le public. Les années passent, les dizaines d'années passent, et malgré tout, cet amour est toujours aussi fort. Ouais. On le sent, le public vous adore. Vous adorez votre public. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vient justement compenser peut-être la vision que vous auriez pu avoir sur ce public-là? Est-ce que ce n'est pas simplement le cœur qui s'exprime et qui finalement n'est pas limité au temps qui passe? Je pense que ce qui se passe entre le public et moi, c'est l'un des plus beaux cadeaux que me donne le ciel, justement. C'est qu'il crée ça. Et c'est comme un message qui m'est envoyé et qui dit « Hey, fais attention à ça. Ne pense pas que c'est acquis et ne pense pas que c'est comme ça. Mais c'est quelque chose que je t'envoie et considère-le avec beaucoup de c'est pas la bienveillance, beaucoup d'attention. Et c'est pour ça que, vous savez, dans le public, pour moi, j'ai une devise qui est que tout le monde est différent et important. Tout le monde est différent et important. C'est-à-dire qu'on doit, même si c'est 30 secondes, donner de vraies 30 secondes à une personne. Je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Alexandre le Grand arrive à Jérusalem au IVe siècle avant notre ère. Les Grecs se sont installés dans la région. Au IIe siècle avant notre ère, Antiochus Épiphane IV prend le pouvoir.
l'enseignement et la pratique du judaïsme deviennent hors la loi. Le temple est profané. Commence alors la révolte maccabéenne. Elle aboutira à une grande victoire contre l'Empire grec et à la purification du temple. Judas Maccabée réinaugure le temple du 25 Kislev 3622 à Hanouka. Hanouka symbolise la résistance spirituelle du judaïsme à l'assimilation grecque. Hanouka célèbre le miracle la victoire de la lumière de la Torah sur les ténèbres de l'idolâtrie. Hanouka célèbre le miracle de la victoire militaire sur un ennemi. L'huile nécessaire pour allumer la menorah, à peine suffisante pour un célèbre jour, aussi le miracle de la fiole d'huile. 8 jours. L'huile nécessaire pour allumer la menorah, à peine suffisante pour un jour, durera Hanouka 8 jours. est la fête des lumières. Hanouka, c'est la fête des lumières. Elle célèbre la Elle survie, célèbre la survie de la lumière spirituelle spirituelle du judaïsme. Je voudrais lire une autre phrase de votre livre qui m'a beaucoup touché. Vous écrivez « Ce n'est pas parce que l'on est en fauteuil ou non-voyant que l'on doit trouver chose normale que de se montrer aigri, voire agressif vis-à-vis du reste du monde, qui n'y est évidemment pour rien. » Oui. C'est assez incroyable. Vous savez, il y a un texte dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, qui nous dit « Qui est l'homme riche ? C'est celui qui est Samear Bechelko », que l'on traduit très mal en français par celui qui se contente de son sort, mais la vraie traduction, c'est celui qui est heureux de son sort, c'est-à-dire heureux de tout ce qu'il a. Et vous, c'est exactement ce que vous écrivez dans cette phrase. Ce n'est pas parce que l'on a des difficultés dans la vie que pour autant, on doit être aigri, voire agressif à l'égard des autres, qui n'y sont effectivement pour rien. Là encore, cela nécessite un travail en profondeur sur notre façon de nous positionner vis-à-vis des autres.
Écoutez, pour moi, c'est tout naturel. J'ai toujours été ainsi. Mais ce que je veux dire en prolongement, c'est on ne doit effectivement pas émettre d'aigreur, d'agressivité, choses comme ça, parce que le monde qui est autour de nous n'y est pour rien. D'ailleurs, personne n'y est pour rien. Voilà, on commence comme ça. Mais on ne doit certainement pas se laisser marcher sur notre dignité non plus. C'est-à-dire qu'il y a un moyen, une façon d'affirmer qui nous sommes avec le sourire, sans jamais laisser personne en douter. Ça, c'est important aussi, parce que si on est dans une situation de handicap et en plus on est introverti et qu'on a des problèmes à s'assumer, ça, c'est un double handicap. Donc, grâce à Dieu, c'est le cas de le dire, moi, je n'ai pas ce problème-là. Je me suis jamais laissé... je n'ai jamais laissé personne essayer de marcher sur ma dignité. Ça ne s'est jamais passé, d'ailleurs. Tout à l'heure, nous avons rendu hommage à votre maman, oui. Mais je crois aussi que votre papa mérite un hommage tout particulier. Et vous le racontez parce que, peut-être d'un tempérament un peu plus introverti, lui, mais lorsqu'il est parti en voyage, il vous a envoyé pour la première fois une lettre en braille, alors que vous ne saviez pas qu'il l'avait appris à écrire en braille. Ah ben, j'ai jamais su, non. D'ailleurs, je pense qu'il a appris pendant son déplacement où il était en voyage travailler ailleurs. Et c'est vrai que quand j'ai lu cette lettre en braille, j'étais vraiment très, très touché et étonné. Et c'était une belle preuve d'amour. Alors, votre maman était une magicienne parce que vous dites que vous n'avez jamais manqué de rien, alors que la situation financière était quand même difficile. Comment est-ce qu'elle arrivait à faire cette magie pour vous donner autant d'amour et puis aussi de confort matériel, en tout cas, tout ce qui était nécessaire pour vous? Absolument. Mon premier orgue, vous savez qu'à l'époque, les femmes ne pouvaient pas prendre de crédit seules. Quand on y pense, c'est dingue. C'était comme ça, c'est-à-dire qu'il fallait la signature du mari aussi. Donc maman, je pense peut-être la guerre l'avait aidée, elle avait quelques talents pour, on va dire, un petit peu imiter ses signatures. Donc c'était pas grave, j'ai eu mon premier orgue. C'est pas grave, vous savez. Des fois on est obligé de faire des petites choses comme ça, c'était pas malhonnête du tout, dans le sens où mon père, ça l'a fait sourire après coup. Pas tout de suite, hein, après coup. Mais vous voyez, je suis en train de vous parler et je pense à la lumière, oui, qui me vient du ciel. Je pense à ça. Parce que j'aime penser à ça et je me trouve vraiment chanceux de ressentir ça. Gilbert, vous êtes un artiste engagé. Pour l'handicap, de manière générale, vous avez fait évoluer énormément de choses, ici dans notre société, en France en particulier. Un accès différent, que ce soit dans les programmes de télé, que ce soit pour simplement traverser dans la rue. Vous avez fait avancer beaucoup de causes et de projets de ce genre-là. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Est-ce qu'on ne perd pas énormément de lumière, justement, en potentiel, à travers toutes ces personnes frappées, touchées d'un handicap, qui pourraient peut-être s'exprimer, mais qui n'y arrivent pas encore dans notre société, qui n'est peut-être pas encore suffisamment prête? Où est-ce que, vous, dans votre engagement, où est-ce qu'on en est exactement? C'est une très bonne question. Hein. Il y a énormément à faire. Le monde, en fait, ceux qui nous gouvernent, maintenant, avant et après, sont comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils sont très néophytes et ils ignorent vraiment beaucoup de choses, quoi. Ils ignorent ce qui se passe, comment ça pourrait être plus facile. Il y a des solutions très simples. Par exemple, vous parlez de l'audio-description à la télévision. Je suis intervenu, avec l'aide de mon ami Thomas Langman, je suis intervenu chez les exploitants de salles de cinéma et j'expliquais que ça ne pouvait pas rester que dans le monde de la télévision. 90% à peu près des films maintenant sont produits avec la piste 6, qui est la piste audio décrite. Donc, pour moi, il était très urgent que les films, on les projette en audio-description dans les cinémas pour qui en a besoin. C'est-à-dire qu'on a un petit casque maintenant Wi-Fi, et puis on voit le film, si on le veut, en audio-description. Et maintenant, c'est chose faite. Imaginez pour moi ce que c'est ça. Quand des fois je pousse des idées et qu'elles existent, ce n'est plus du rêve, de l'imaginaire,
mais c'est qu'elles existent. Dans imagination, il y a image. Il y a image. Donc l'image, je l'ai. Elle m'arrive par un autre truchement, c'est tout. Donc il y a beaucoup de choses à faire encore. Les consciences. Il ne faut pas simplement attendre que des états pour que ça change. C'est dans nos consciences que ça devrait changer aussi. C'est-à-dire, je voudrais que les gens déficients visuels ou peut-être sur fauteuil soient beaucoup mieux accueillis quand on arrive dans un magasin, parce que je trouve que là, il y a quand même un grand problème dans les grandes surfaces. Oui. Vous avez toujours l'impression de déranger. Ça vaudrait la peine que dans chaque grande surface ou moyenne surface, il y ait quelqu'un qui, au cas échéant, soit préposé et avec le sourire, si ça ne dérange personne, à vous aider à faire vos courses, tout simplement. Nous aurions besoin de créer des ponts d'écoute, de compréhension, l'un à l'égard des autres. C'est vrai, des fois, il y a une volonté, mais peut-être qu'il y a aussi de la gêne d'un côté ou de l'autre, d'ailleurs. Oui, comment est-ce qu'on pourrait effacer cette gêne qui existe? J'avais envie de dire une bêtise, mais je vais le dire. Voilà. Je trouve que où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Exactement. Voilà. Vous parlez d'un préjugé dans le livre, justement en imaginant les non-voyants toucher à tout avec leurs mains, et vous dites mais c'est pas du tout cela, c'est un autre lien, un autre contact. Oh ben non. Alors moi je me suis jamais servi de mes mains pour quelque chose de vulgaire. Au contraire, les mains c'est ça aussi. Qu'est-ce que vous voulez? On en revient là. Ça nous a été donné par Dieu, les mains. C'est extraordinaire. Vous avez vu qu'on a, enfin, je sais que vous avez vu, mais enfin, pour la plupart, on a 5 doigts. C'est amusant ce chiffre 5, hein, c'est bien, moi j'aime bien. Et donc, le toucher est un sens merveilleux, qui est souvent galvaudé, souvent ignoré. Et je trouve qu'on a beaucoup de chance de pouvoir toucher. Et c'est marrant que dans nos mains, il y a des lignes comme ça qui sont là. Alors, est-ce un hasard, est-ce pas j'ai toujours voulu, et je ne l'ai pas fait encore, j'ai toujours voulu monter un club de voyantes non-voyantes. Ça m'amuserait, voilà. Mais bon, peut-être un jour. Mais ça n'a rien à voir avec ce dont on parle, je sais. Je m'égare. Gilbert Montagnier, comment est-ce que vous vivez la fête de Hanouka? Notre thème aujourd'hui, c'est la lumière de Hanouka. Comment est-ce que vous vivez cette fête? Est-ce qu'il n'y a pas justement un décalage entre cette lumière? Enfin, vous avez bien évidemment déjà beaucoup parlé. Et puis, votre façon à vous de vivre cette fête. Est-ce que c'est une fête familiale? Est-ce qu'elle porte des valeurs que vous essayez de transmettre? Comment vous construisez cette approche? Merci de me ramener à Hanouka. Pour moi, Hanouka, c'est une fête, une fête familiale. J'ai mes enfants, mes petits-enfants, et j'adore l'allumage. J'adore ça. J'aime aussi beaucoup l'arôme des bougies, l'odeur des bougies. J'aime beaucoup ça. Et en même temps, c'est une lumière que je dédie au monde, humblement, mais c'est ça. C'est important, je crois que c'est symbolique, mais cette lumière, je vais dire une chose, mais je vais le dire. Je trouve qu'on ne doit pas simplement s'accrocher aux lumières qui émanent de l'allumage de Hanouka, mais profiter tous les jours du monde de la possibilité qu'on a d'envoyer cette lumière et de la recevoir aussi. Vous parliez de l'importance d'accepter la différence de l'autre, et c'est vrai que finalement, si on revient à l'histoire de Hanouka, à l'origine de l'histoire, finalement, ce pouvoir grec qui a voulu faire taire la particularité du peuple d'Israël, c'est finalement accepter la différence et laisser exprimer la différence du peuple d'Israël avec son identité et puis son apport au monde, comme chaque nation qui, bien évidemment, apporte une identité et une couleur différente au monde. Finalement, Hanouka, c'est exactement aussi cette acceptation de la différence. Mais oui, et l'acceptation aussi de comprendre que Israël n'est pas un hasard, que c'était prévu et que c'est pour le bien. Et que on doit remercier et en même temps avoir cette humilité de savoir qu'on peut humblement apporter au monde, tout
tout simplement. Hanouka, c'est aussi le chesed, c'est les actes de générosité, de tzedaka. Alors, on a eu l'occasion d'en parler déjà ensemble. Vous étiez parrain de l'appel de la tzedaka. Absolument. Vous avez toujours soutenu ce genre de projets, de programmes, de dons vers l'autre. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que les choses avancent par rapport à cela? Est-ce qu'on a été capable maintenant d'ouvrir de plus en plus nos cœurs, nos portes, nos mains vers l'autre, vers le souci du bien-être de l'autre, tout simplement? Il y a encore beaucoup de travail, mais ça avance. Oui, je pense qu'il faut aussi dire, puisqu'on en parle, que la tzedaka, ce n'est pas simplement depuis la communauté juive vers la communauté juive. On donne à tout le monde. Je veux dire, c'est sans frontières, ça, c'est sans barrières. Maintenant, il y a aussi des choses qui ne sont pas palpables, comme l'écoute de l'autre, comme le sourire qu'on envoie à l'autre, et comme l'aide qu'on peut apporter à quelqu'un, même sans le connaître. Moi, j'ai la chance dans mon métier, des fois, de recevoir des mails de gens qui ont besoin d'une aide, quelconque, hein, c'est pas simplement financier. Eh bien, quand on me met le numéro de téléphone, souvent j'appelle et puis j'écoute la personne. Ça m'intéresse de voir ce que la personne a à raconter. Parce que je trouve que ce qui est dommage, c'est de ne pas être écouté. D'une part, déjà de ne pas être entendu, et après de ne pas être écouté. Il y a des gens qui ne sont même pas entendus. Ça, je trouve que c'est assez grave. Mais la bonne nouvelle, c'est que la lumière, elle est là. C'est ça dont il faut se souvenir. Et il faut vraiment y croire. Vraiment, vraiment. Parce que ne pas y croire, ce serait une honte vis-à-vis de l'Éternel. Et l'Éternel n'a pas d'étiquette. Dans le cadre de notre émission, nous parlons souvent de la vie de notre communauté, la vie de la communauté juive, en France, à travers le monde, en Israël en particulier aussi. Est-ce que l'approche dans le cadre de la communauté en France, que vous connaissez, est-ce que l'approche vers l'handicap, est-ce qu'on a été capable maintenant de développer cette approche-là, de créer des associations qui puissent vraiment accompagner les membres de la communauté juive dans leur handicap? Oui, bien sûr, il y a des associations qui existent, comme Aguila et comme d'autres que j'oublie. Vous savez, c'est un petit peu pareil que partout. Il y a des associations qui existent, mais c'est vrai que dans notre communauté, il y a une solidarité qui est très forte. Pas simplement solidarité intracommunautaire, mais c'est important qu'on garde ça. Maintenant, du point de vue technologique, moi j'adore la techno, les changements, les évolutions technologiques, la biotech et tout ça. Et là, il y a vraiment des choses au niveau de la déficience visuelle qui sont en train d'émerger et qui vont être très très intéressantes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir recréer des images, on va pouvoir faire vivre des tissus optiques qui étaient morts. Ça va arriver. Donc il y a des choses très très prometteuses, notamment venant d'Israël. Tout ça a été prévu de toute façon, moi ça ne m'étonne pas. Hein. Et là encore, une lumière qui est amenée au monde de manière différente pour inclure au maximum. Exactement. Une lumière qui est amenée au monde par ceux, par ceux envers qui on avait on tentait de couper les lumières pendant des années, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est bien que la lumière soit victorieuse.
Alors Gilbert, parlez-nous un peu de votre actualité. Le livre est magnifique, vraiment. Nous sommes à l'approche de Hanouka, vraiment je le conseille à tout le monde de l'offrir, offrez-le, lisez-le. C'est une leçon de vie, c'est une lumière que vous allumez en nous. Alors vraiment, je tiens à vous le dire, parce que c'est une leçon de courage, d'abnégation, mais pas de sacrifice, certainement pas de sacrifice, de vie. Un livre plein de vie. Au jardin de ma vie. Exactement. Ça, c'est l'écriture. Qu'est-ce que vous nous préparez d'autre? Alors déjà, ce livre existe aussi en braille, je voulais le dire. Il est sorti le même jour en braille et en voyant, ce qui est assez rare. Et on peut le trouver en braille via un site notamment qui s'appelle cteb.fr. Alors d'autres, je viens de sortir il y a quelque temps un album live de mon concert que j'ai fait aux Folies Bergères. Et puis, je suis en fin de préparation pour un album studio. Donc original. Et puis je viens aussi, il y a quelques semaines, d'être, notamment dans ma série de concerts, d'être en Israël avec 2 très beaux concerts. Alors je sais que vous aimez particulièrement le public israélien. Ouais. Est-ce que c'est un public que de francophones ou vous touchez également le public israélien? Alors au départ c'est beaucoup de francophones, mais petit à petit, c'est amusant. Je croise déjà dans la rue, déjà maintenant, des gens qui me disent en hébreu qui me connaissent un petit peu. Enfin, c'est pareil. Donc, moi, j'aime bien. Vous savez, ce que j'adore, c'est quand on ne me connaît pas, en fait. J'aime beaucoup ça. J'aime ce challenge de chanter devant des gens qui ne me connaissent absolument pas. C'est un challenge très stimulant. Et c'est l'occasion, justement, d'aller au préfond et puis de sortir cette lumière qui est là. La musique n'a pas de frontières, mais quand est-ce qu'on vous entendra chanter en hébreu? Alors moi, je vous ai déjà entendu chanter en hébreu, bien évidemment, on a déjà eu l'occasion, mais est-ce qu'on pourrait imaginer, dédié à ce public israélien qui vous aime également, d'avoir un chant en hébreu? Écoutez, on peut vraiment l'imaginer, oui. On peut vraiment l'imaginer, pas si loin que ça, sûrement. Puis j'ai bien chanté en chinois un jour, je ne vois pas pourquoi je ne chanterais pas en hébreu. Et dans d'autres langues, pourquoi pas en arabe, enfin moi j'ai aucun problème avec tout ça, j'adore les langues, vraiment. Vous écrivez dans votre livre une phrase aussi qui m'a beaucoup touché, vous exprimez la sincérité dans les relations, c'est-à-dire que vous ne voulez pas donner une fausse image de ce que vous êtes véritablement, vous aimez les relations franches, sincères, parce que finalement, cela abat toutes les frontières qui peuvent exister. Est-ce que c'est vraiment votre ligne directrice dans votre vie? C'est-à-dire que je ne saurais pas donner une autre image que celle que j'ai. Pour moi, tout est naturel. Hein. Il n'y a rien de surfait. Je suis comme je suis, avec mes failles et mes lumières. Voilà, tout simplement. Gilbert, merci beaucoup. Merci pour cet échange. Merci pour cette sincérité. Avec plaisir. Merci beaucoup. Plaisir. Que l'on puisse profiter et apprendre ensemble, mutuellement, les uns des autres, de nos différences, de nos qualités, de nos échecs également, de nos épreuves de la vie, et que cette fête de Hanouka soit pour vous tous une source de lumière. Absolument. Que nous soyons capables de nous relever, quelles que soient les épreuves que Dieu nous envoie, les épreuves de notre existence au quotidien, et que nous ne soyons que dans cette lumière et jamais tombés dans les ténèbres de l'obscurité. Merci de nous avoir suivis, passez de bonnes fêtes et à très bientôt. À très bientôt.